les yeux dans les yeux, et exprimer ce lien indicible qui nous unit collectivement. C'est pourquoi je suis tout particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui, ici, à Toulon. Je remercie l'amiral Prazuc pour son accueil, mais également le commandant et l'ensemble de l'équipage du BPC Dikmud à bord duquel nous sommes. Je sais leur excellence professionnelle, la passion qu'ils ont de la mer, de leur métier, du service de la France, de ce qui, chez les marins, ne fait qu'un. Près du pont d'Envol, j'ai vu la devise de la marine affichée à l'instant dans la coursive. Honneur, patrie, valeur, discipline. Dans cette formule, on lit tout ce qui donne sens à votre engagement. Et je le vois chaque jour à l'œuvre, chez celles et ceux que je croise, et celles et ceux qui m'accompagnent tous les jours, à commencer par l'amiral Rogel. Cet engagement, les Français le connaissent. Ils savent combien il est essentiel à la vie de notre nation. Nos concitoyens savent qu'à terre, en mer, dans les airs, vous êtes en permanence mobilisés pour leur défense et leur sécurité. Ils vous sont aussi reconnaissants de ce que vous êtes, des valeurs que vous incarnez et qui sont comme des repères au sein de notre société. L'esprit collectif, la solidité face aux épreuves, le courage, l'abnégation, le service des autres. Ces valeurs, certains de vos camarades les ont incarnées jusqu'au sacrifice de leur propre vie. Cette vie qu'ils ont donnée, dans une fidélité et un courage dont nous resterons à jamais redevables. En opération sur les théâtres, mais aussi au cours d'activités opérationnelles sur le territoire national et en mer, le long de nos côtes, 7 militaires de nos armées sont morts en 2017. Je sais que leurs familles, éprouvées, sont chaque jour soutenues par la communauté militaire. C'est votre honneur à tous, et je vous en remercie, mais aussi au nom de la nation tout entière, qui n'oublie jamais ce qu'elle doit à ceux qui sont morts pour sa liberté. Je salue également celles et ceux qui ont été blessés au combat. Ils luttent courageusement pour guérir de ces blessures qui les ont atteintes dans leur corps et dans leur tête. La France a aussi une dette envers eux. Et j'irai cette année encore à leur rencontre, dans leurs unités, sur les lieux où ils sont soignés, pour leur témoigner de notre solidarité et de notre soutien. Et je pense plus spécialement, en cet instant, à ceux qui ont été blessés lors de l'attaque par véhicule suicide contre nos forces, la semaine dernière, dans l'est du Mali. Parmi ces blessés figurent des militaires du service de santé. Je veux tout particulièrement remercier les femmes et les hommes de ce service. Leur expertise est unique et surtout leur engagement opérationnel aux côtés de nos soldats est permanent, inconditionnel, du fond de l'Adrar des Ifoghas jusqu'à nos hôpitaux en métropole. Je veux ici aussi les remercier. Je veux enfin m'adresser au monde combattant. Anciens combattants et représentants du monde associatif, vous qui perpétuez le souvenir du sacrifice des générations précédentes, votre présence ici est le symbole de la continuité de notre nation, de la permanence de ses valeurs, de son engagement pour la liberté et pour la paix. En ce début d'année, je veux vous assurer de toute ma considération, de celle du gouvernement qui connaît vos préoccupations, et je le sais, s'attache à y répondre dans un souci de justice et d'équité. Depuis le 14 mai dernier, nous avons parcouru beaucoup de chemin ensemble. Je veux ici saluer l'action de Florence Parly à la tête du ministère. Elle agit avec une intelligence et une bienveillante efficacité qui ne laissent pas indifférents. Avec ténacité également. Et auprès d'elle, je veux remercier Madame la secrétaire d'État, Geneviève Darrieussecq,
qui, avec détermination et humanité, l'accompagne. Je tiens à remercier devant vous le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, ainsi que vos chefs d'état-major. Ils vous commandent avec courage et loyauté. Madame la ministre, mon général, messieurs les chefs d'état-major, nous avons franchi beaucoup d'étapes. Des étapes capitales pour les armées et pour notre pays. La rédaction de la revue stratégique en des temps records sous la direction d'Arnaud Danjean, l'augmentation du budget de la défense pour 2018, la relance de l'Europe de la défense, la coordination des services de renseignement, la mise en chantier de la loi de programmation militaire, et sur le plan des opérations, la rénovation de l'opération Sentinelle, la mise en place du G5 Sahel, la victoire militaire presque totale contre Daesh et au Levant. Ces derniers mois ont été intenses. Mais je veux ici vous rassurer, pour ceux qui pourraient en douter. Nous allons continuer, et au même rythme, avec la même intensité et la même volonté. Parce que le monde bouge autour de nous et parce que la nation nous regarde. Les mois qui viennent nous conduiront à pleinement finaliser cette loi de programmation militaire dont je vais un instant vous exposer les principes et les grandes lignes, et s'ouvrira un nouveau chantier, celui du service national universel. Et je veux ici rassurer chacun, il sera mené à son terme, il entrera à bon port, il sera conduit par l'ensemble des ministères concernés, et pas simplement celui des armées. Il aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire qui vous sera prochainement, dans le détail, présentée. La revue stratégique qui m'a été remise en octobre a dressé le constat du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes entrés dans une ère de grande turbulence. Les risques et les menaces que nous connaissions déjà pour la plupart se sont accrus, amplifiés. Leurs effets se sont rapprochés de nous jusqu'à nous toucher directement. Avec la mondialisation, les intérêts de notre pays ne se limitent plus seulement à la défense de notre territoire et de nos approches. Nous le savons, tout se tient aujourd'hui. Et défendre notre territoire, c'est parfois lutter contre les terroristes qui fomentent les attentats à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Dans le même temps, le monde se fracture, un certain nombre d'États se délitent, faisant le terreau de l'obscurantisme, du terrorisme et de tous les trafics qui les accompagnent. Et du Levant jusqu'au Sahel, nous sommes pleinement engagés contre ces menaces nouvelles. Nous assistons enfin dans le même temps à une réaffirmation des politiques de puissance qui se double d'une militarisation croissante des relations internationales, au détriment du multilatéralisme. Ainsi, le nombre et le type de crise pouvant affecter nos intérêts, notre sécurité, ont augmenté de manière sensible. Par leur simultanéité, leur complexité, leur dispersion géographique, elles ont mis nos armées sous forte tension. Cette description du monde tel qu'il est aujourd'hui nous laisse entrevoir la manière dont il va évoluer dans les décennies à venir. Et c'est à cela que nous devons nous préparer. Nous n'envisageons sans doute pas toutes les menaces qui adviendront, mais nous en voyons les formes multiples, les risques nouveaux. C'est à cela que je veux travailler avec vous. Je veux une France forte, maîtresse de son destin, protectrice de ses citoyens et de ses intérêts, capable d'assurer sa défense et sa sécurité, et en même temps capable de proposer des réponses globales aux crises qui nous touchent. Je veux une France qui aide et qui protège ceux qui sont les victimes de l'obscurantisme ou du terrorisme, dont la voix soit entendue par-delà nos frontières. Je veux une France fidèle à ses engagements au sein de l'Alliance Atlantique, mais qui soit également le moteur de l'autonomie stratégique européenne. Pour cela, il nous faut un outil de défense complet, fort, moderne, puissant,
mise en œuvre par des armées réactives et tournées vers l'avenir. Je veux que cet outil soit complémentaire de notre diplomatie et de l'aide au développement au service d'une stratégie globale. Il n'y a pas d'armée efficace si l'action et l'intervention qui est la nôtre ne s'inscrivent dans une feuille de route diplomatique claire à laquelle nous travaillons chaque jour. Il n'est d'action de sécurité efficace si elle ne se double d'un travail en matière de développement que nous conduisons aujourd'hui de manière exemplaire, par exemple, au Sahel. Nous le savons, les menaces d'aujourd'hui sont potentiellement les guerres de demain. Dès lors, la passivité nous conduirait à notre perte. Je compte sur vous, soldats, marins, aviateurs, militaires des directions et services. Je compte sur vous, personnel civil de la défense. Je compte sur vous, tous membres de la communauté de défense, pour être des acteurs allants, enthousiastes et fiers de cette transformation. Le chemin qui s'ouvre à nous est enthousiasmant, car il s'agit de consolider nos armées et de les projeter vers justement cet avenir nouveau, afin qu'elles répondent demain encore à leur vocation, telle qu'elle a été réaffirmée par la revue stratégique, celle de dissuader, d'anticiper et de prévenir, de protéger et d'intervenir partout où nos intérêts le commandent. La dissuasion, tout d'abord. Depuis plus de 50 ans, elle est la clé de voûte de notre stratégie de défense. Je sais qu'il y a eu sur ce sujet beaucoup de débats. Tous les débats sont légitimes, mais ils sont aujourd'hui tranchés. La dissuasion fait partie de notre histoire, de notre stratégie de défense, et elle le restera. Dans le monde que nous connaissons, et qui sera demain, à n'en pas douter, encore nucléaire, je suis convaincu que la pertinence de notre modèle de dissuasion, basé sur la stricte suffisance, demeure. C'est lui qui nous permet de conserver notre autonomie stratégique et notre liberté d'action, en toutes circonstances, dans un contexte international qui n'autorise aucune faiblesse. Nous le voyons encore aujourd'hui. C'est pourquoi je lancerai au cours de ce quinquennat les travaux de renouvellement de nos deux composantes, dont la complémentarité ne fait pas de doute. La force océanique, qui, par la permanence à la mer, nous protège de toute surprise stratégique, et la composante aérienne, qui, par sa démonstrativité, fait partie du dialogue de dissuasion. La protection, ensuite, est une mission prioritaire des armées. Dans le contexte du terrorisme islamiste, elle a montré et elle montre chaque jour toute sa pertinence, avec les postures permanentes de sûreté maritime et aérienne dont le rôle est essentiel, mais aussi le dispositif Sentinelle en soutien des forces de sécurité intérieure. Je pense également à la protection des emprises militaires. Face à une menace diffuse, changeante, je suis convaincu qu'il nous faut sans cesse réévaluer nos dispositifs et le mode d'emploi de nos forces. C'est ce que nous avons fait à l'automne dernier pour l'opération Sentinelle, où la ministre des Armées, avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont recomposé l'organisation opérationnelle de nos forces pour mieux répondre à la menace. La souplesse, la réactivité, l'imagination, l'inventivité que vous cultivez en opération extérieure ou lors des déploiements lointains doivent également s'appliquer sur notre sol, le long de nos côtes, dans notre espace aérien. Cette aptitude à protéger, vous la démontrez également lorsque des crises touchent nos concitoyens. À l'occasion d'Irma, votre disponibilité, votre savoir-faire, que j'ai pu apprécier sur le terrain, vos qualités opérationnelles, ont permis de gagner un temps précieux, de sauver des vies. Vous vous êtes mobilisés pour porter secours et assistance à nos compatriotes des Antilles, en renfort des unités du ministère de l'Intérieur. Vous avez été solides, et je veux ici vous en remercier.
La troisième fonction que nous devons consolider, c'est la connaissance-anticipation. Notre aptitude à connaître, à comprendre, à prévoir. Elle est essentielle à nos opérations car elle donne le pouvoir de décider de manière autonome, de prendre l'avantage à tous égards. Lorsque nous avons sur ce point relâché les efforts, lorsque nous n'avons pas créé les conditions, alors nous avons été dépendants. Alors nous avons parfois perdu l'avantage. Pour cela, nous continuerons à renforcer et à mutualiser nos capacités de renseignement optique, électromagnétique, humain et cyber. À chaque fois que je me déplace sur un théâtre d'opération, les commandants de force ne manquent pas de me dire qu'il manque de moyens de renseignement. Nous l'avons encore vu il y a quelques semaines ensemble. Qu'ils se rassurent, je les ai entendus. Et ce sera un volet important de la loi de programmation militaire. Nous continuerons également à rationaliser nos efforts, à mieux coordonner nos services de renseignement. C'est le sens de la modernisation et de l'extension des missions de la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, mise en place dès le mois de juin et dont je veux ici saluer le travail. Parmi les missions des armées, il y a bien entendu l'intervention. Par ses capacités de projection interarmée, le Dixmude en est un acteur emblématique. Cette capacité d'intervention de nos armées, partout dans le monde, permet à la France d'honorer ses responsabilités, d'honorer nos engagements internationaux et de soutenir, si besoin, notre action diplomatique par une action militaire. Cette capacité d'intervention, autonome ou en coalition, sera maintenue à son meilleur niveau, qui nous confère aujourd'hui une grande crédibilité internationale. Intervenir, c'est ce que nous avons fait il y a 5 ans, au Sahel, avec l'opération Serval qui a permis d'éviter la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Nous l'avons fait de manière autonome, avec une rapidité incomparable. C'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui, avec Barkhane, qui, aux côtés des armées du Sahel et de la MINUSMA, combattent avec détermination les groupes terroristes, les empêchant de se reconstituer en force significative, capables d'ébranler un État, une région, comme ils l'avaient fait en 2013. L'opération Barkhane est soutenue par des actions diplomatiques et de développement, car, je le redis encore, l'action militaire peut suffire à gagner la guerre, mais seule une stratégie globale permet de rétablir la paix et de gagner dans la durée. La veille de Noël, je suis allé à Niamey rencontrer vos camarades déployés. Je voulais être avec eux en ces moments particuliers de fin d'année. Et j'y ai vu des femmes et des hommes fiers de servir, profondément empreints de leur mission et de leurs responsabilités. J'ai salué également les soldats africains, allemands, américains, canadiens, servant à leur côté et illustrant tout à la fois cette capacité d'autonomie que j'évoquais et notre capacité à travailler avec nos partenaires. C'est par les alliances et la coopération, par la combinaison des efforts que nous parviendrons à ramener la paix. C'est pour cela, et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui est la raison de notre présence militaire au Sahel, que j'ai souhaité, avec les chefs d'État de la région, bâtir la force G5. La ministre s'est particulièrement engagée sur ce sujet et depuis le mois de juillet dernier, nous avons profondément amélioré les conditions politiques opérationnelles de cette mission. Les forces du G5 Sahel sont en train de se déployer, mais c'est cet esprit de coopération qui est nécessaire et qui permettra notre victoire dans la durée. C'est aussi dans cet esprit de coopération que Londres a annoncé hier son soutien à Barkhane, avec le déploiement au Sahel d'hélicoptères de manœuvre. Cette capacité sera particulièrement appréciée. Notre capacité d'intervention
nous savons aussi l'intégrer dans une coalition. Nous agissons ainsi au sein de l'Union européenne avec l'opération Atalante en océan Indien ou Sophia en Méditerranée. Et à ce titre, je tiens à féliciter l'équipage de la frégate Aconite pour le sauvetage, ce mardi, de 106 migrants en danger de mort au large de la Libye. Nous intervenons également avec les Nations Unies au Liban, avec l'OTAN dans les pays baltes ou en coalition internationale comme au Levant au sein de l'opération Chamal. Je veux m'attarder sur celle-ci. Aujourd'hui, grâce aux efforts de toutes les nations impliquées, l'organisation militaire de Daesh au Levant est presque totalement défaite. Je suis confiant que dans les prochaines semaines, nous parviendrons à cette victoire militaire sur le terrain. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas la fin de ce combat, mais nous adapterons notre dispositif national en fonction de la situation opérationnelle au cours de cette année. Et je veux désormais que nous nous engagions résolument dans la stabilisation, la reconstruction et l'aide aux populations avec nos partenaires. Enfin, la revue stratégique a mis à juste titre l'accent sur la fonction de prévention, qui a pour but de contribuer, notamment par la coopération, à la stabilité des zones qui représentent un enjeu direct pour notre sécurité et notre défense. Ces missions, qui participent pleinement de la stratégie globale que j'ai souhaité mettre en place, doivent être développées, car il est plus efficace de prévenir une crise qu'avoir à la gérer. Les armées participent activement à la coopération de défense. Et puisque nous sommes sur un BPC, je veux rappeler l'action de notre marine dans le golfe de Guinée pour aider les forces maritimes locales à lutter contre la piraterie et les trafics. C'est aussi le rôle permanent de nos forces de présence et de souveraineté et la raison des déploiements ponctuels ou récurrents de nos 3 armées. C'est aussi le sens de la mission Jeanne d'Arc que le Dixmude va rejoindre dans quelques semaines en mer de Chine. Il s'agit maintenant d'obtenir en retour une mobilisation accrue de nos partenaires, en particulier européens, dans le cadre d'une stratégie préventive conjointe. C'est par exemple ce que nous faisons en Afrique, en proposant d'accueillir des unités européennes dans le cadre des pôles opérationnels de coopération que j'ai décidé de renforcer. Ces 5 fonctions stratégiques, ainsi posées, je voudrais maintenant aborder les principes qui ont guidé l'établissement de la loi de programmation militaire et plus largement mon ambition pour nos armées à l'horizon 2030. Et je veux ici remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé dans un temps record sur cette nouvelle loi de programmation militaire, sous l'autorité du Premier ministre et du secrétaire général ici présent, et avec l'implication évidemment de tous les ministères et au premier rang de la ministre des Armées. Vous le savez, considérant que le monde devenait moins dangereux, la part de la richesse nationale consacrée à la défense a été progressivement réduite par les gouvernements depuis 20 ans. LPM après LPM, et je dirais que même si une certaine sagesse a conduit à conserver un modèle complet, celui-ci connaît aujourd'hui des difficultés liées aux décisions prises lors des LPM précédentes. Les formats ont été profondément contraints, revus à la baisse, et je sais toutes les tensions qui ont été connues et sont encore connues sur le terrain. C'est pourquoi j'ai pris des engagements clairs dès la campagne ministérielle sur ce sujet. C'est pourquoi ces engagements seront tenus. J'ai décidé d'arrêter cette lente érosion de nos capacités militaires et de prendre un engagement fort qui sera décliné dans cette loi de programmation militaire. Pour régénérer notre modèle d'armée, en garantir l'efficacité, l'adapter à nos enjeux, j'ai avant tout décidé
qu'un effort budgétaire inédit serait fait dans le domaine de la défense. La loi de finances votée par le Parlement s'élèvera en 2018 à 34,2 milliards d'euros, soit une augmentation d'1,8 milliard d'euros par rapport à 2017. Le projet de loi de programmation militaire que j'ai validé en Conseil de défense mercredi dernier portera la trajectoire des ressources à 2% du produit intérieur brut en 2025, avec des marches d'ores et déjà garanties de 1,7 milliard d'euros chaque année jusqu'en 2022, de 3 milliards d'euros en 2023. Dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons, c'est un effort inédit et incomparable. Il implique donc la plus grande exigence collective. Et j'y veillerai personnellement. N'en doutez pas, sur l'utilisation des budgets, et cela vaut pour tous les ministères, je serai d'une exigence absolue. C'est pourquoi la ministre me rendra compte très régulièrement des résultats obtenus. J'ai la conviction que notre défense est absolument prioritaire et j'assume devant la nation mes choix de vous donner ces budgets. Mais vous ne devez pas ignorer qu'ils traduiront par ailleurs une réduction des ressources accordées à d'autres politiques publiques, dès lors que je veux que chaque euro dépensé contribue directement et efficacement à l'amélioration de notre outil. Je vous donne donc des moyens, mais en même temps, ce sera pour vous plus de responsabilités. En aucun cas, il ne s'agit de reproduire ce que nous avons connu, mais de déployer l'armée nouvelle dont nous avons besoin, à tous égards, et donc d'être innovant, exigeant. Chaque dépense sera évaluée à l'aune de son utilité opérationnelle. Peut-être certains d'entre vous, lassés par les réductions des formats ou les batailles budgétaires des années passées, se sont, en quelque sorte, laissés gagner par la routine d'une certaine méfiance. Ce logiciel-là, dans les conditions budgétaires que la nation consent, il faut l'oublier. Nous n'avons aujourd'hui qu'un mot d'ordre: la confiance retrouvée et l'exigence qui va avec. Cet engagement, il est clair, je le prends devant vous. Il s'accompagne d'une exigence qui est tout aussi claire, d'une transparence partagée et d'une confiance restaurée entre tous les ministères. C'est l'imagination, la volonté d'aller de l'avant, le dynamisme qui font la force de nos armées et de notre pays. J'attends de chaque chef, de chaque responsable, de chaque commandant d'unité et chef de corps qu'il insuffle cette nouvelle dynamique. Je veillerai également, avec le soutien du Premier ministre et de la ministre des Armées et du ministre chargé de l'action et des comptes publics, à une exécution budgétaire à la fois entière et complète, mais également fidèle et sincère. La sincérisation budgétaire est plus qu'une recommandation, c'est un devoir de vérité que nous devons aux Français. Au cœur de cet effort de sincérisation, il y a la dotation annuelle pour les opérations extérieures qu'il convient d'ajuster. Depuis des années, nous sous-estimons systématiquement le coût des opérations extérieures, ce qui nous donne droit à des débats incompréhensibles pour le commun des mortels, mais parfaitement connus pour tous les acteurs de celui-ci. Il s'ensuit des batailles budgétaires de fin d'année pour savoir qui va absorber le surcoût, batailles parfois vives qui laissent des cicatrices profondes et parfois de lourdes conséquences en termes de confiance mutuelle. Ces batailles, là aussi, je n'en veux plus. L'ajustement de la dotation pour les OPEX sera réalisé en portant progressivement la dotation annuelle qui était fixée jusqu'alors à 450 millions d'euros à 1,1 million d'euros en 2020. Milliards d'euros en 2020. Merci de la vigilance de nos parlementaires qui connaissent en effet très bien ce débat. Donc pour être parfaitement clair, elle sera portée
de 450 millions d'euros à 1,1 milliard d'euros en 2020. Cela nous permettra d'avoir ainsi la sincérité pleine et entière de nos engagements, ce qui, là aussi, en aucun cas, doit nous conduire à figer nos engagements en OPEX. Il nous faut garder la souplesse stratégique, la réadaptation capacitaire permanente. C'est notre devoir et c'est ce que nous ferons. Je vous parle là de chiffres, de budget, car ils sont un indicateur de l'effort consenti. Pourtant, pour la défense comme pour les autres domaines de l'action publique, ce n'est pas le moteur budgétaire qui me guide et qui doit nous guider. Ce qui doit nous guider, c'est la juste place de la France dans le concert des nations. C'est la réalité opérationnelle des engagements d'aujourd'hui et de demain. C'est ce que nous voulons préserver en national et ce que nous devons faire en coopération. C'est le juste milieu qu'il faut trouver entre les opérations à mener, le maintien des compétences et des aptitudes et la préparation du futur. C'est le balancement entre la gestion du court terme et la prise en compte du temps long. C'est pourquoi je veux que notre outil militaire s'adapte pour répondre aux crises d'aujourd'hui et de demain, ainsi qu'aux nouveaux modes de conflictualité que je décrivais. Et je veux également des mesures à hauteur d'homme, dont l'effet puisse se faire sentir positivement dans le quotidien de vos missions. Il nous faut donc à la fois, dans cette stratégie nouvelle et ces engagements, être à la hauteur des nouvelles menaces et changer le quotidien de nos soldats, parce qu'ils en ont besoin, parce que nous vous le devons. À ma demande, les travaux de préparation de la LPM qui ont été conduits sous l'autorité du Premier ministre, par votre ministre, le SEMA, vos chefs d'état-major, ont été basés sur 4 principes majeurs. L'amélioration des conditions de vie et de fonctionnement courant des armées, la nécessaire modernisation de vos équipements et le comblement des réductions capacitaires, la coopération européenne et enfin l'innovation. Ces 4 principes, je veux ici y revenir. Les conditions de vie et de fonctionnement d'abord. C'est absolument capital. Dans le jargon militaire, pardonnez-moi, on me dit regagner de l'épaisseur organique. Je ne sais pas si c'est plus clair comme cela. En tout cas, cela participe de la même volonté et celle-ci, nous l'avons ensemble portée. Et ce souci part d'un constat. Depuis trop longtemps, en raison de budgets en contraction, des choix ont été faits de privilégier le format, le nombre des équipements, au détriment du quotidien. Alors les armées ont serré les dents, parce qu'il en va de la psychologie de celle-ci, de la dignité, de la force. Nombre d'entre vous rencontrés sur les théâtres d'opération me l'ont dit. En opération, ça va. C'est en revenant que c'est souvent plus difficile. Parce que c'est là qu'on a fait les efforts. C'est là qu'on a pris sur le quotidien. Nous dégagerons donc des ressources pour consolider vos conditions de vie professionnelle. Et je veux ici mettre la priorité sur l'entraînement, sur l'infrastructure, sur les équipements du quotidien, sur les soutiens en général. Il faut aussi réfléchir à notre organisation, qui n'a pas encore fini d'absorber la réforme, je devrais dire la révolution des bases de défense. Après avoir discuté avec nombre d'entre vous, je suis convaincu qu'il reste des progrès à faire, notamment en redonnant des responsabilités de cohérence aux autorités locales. Et je voudrais profiter de ma présence ici à Toulon, dans la plus grande de nos bases de défense, pour m'adresser à vous, militaires et personnels civils des services interarmés de soutien, qui avaient été très impactés par les réformes des 10 dernières années. Votre rôle est fondamental, tant dans les bases de défense que lorsque vous êtes projetés en opération. Et je vous le dis,
demain comme aujourd'hui, vous serez un élément clé de nos armées. Votre mission est essentielle. Sans vous, nos opérations, dans toutes les fonctions stratégiques, ne pourraient tout simplement pas être réalisées. Et c'est pourquoi je voulais aujourd'hui vous rendre aussi un hommage tout particulier. Le deuxième principe qui a guidé la préparation de la LPM, c'est l'accélération de la modernisation de nos armées, afin qu'elles puissent répondre dans les meilleures conditions au contrat opérationnel que je leur ai fixé. Outre les missions permanentes, être capable de s'engager dans la durée et simultanément sur 3 théâtres d'opération, avec la capacité à assumer le rôle de nation cadre sur un théâtre et d'être un contributeur majeur au sein d'une coalition. C'est cela, notre réalité aujourd'hui. Et depuis plusieurs années, et sans doute pour encore plusieurs années. Vous en lirez tous les détails dans le projet de loi. Cette modernisation a déjà été entamée avec, par exemple, les frégates et les SNA, les avions de combat et de transport, l'artillerie, les VBCI, les équipements félins. Mais il ne faut pas se cacher l'héritage, là aussi, des précédentes LPM. Les hypothèses de vieillissement qui avaient conduit à retarder le remplacement de certains matériels nous ont conduits dans une situation critique sur certains segments. Nous le savons tous. Le renouvellement accéléré des matériels est donc prioritaire à mes yeux, car à côté d'équipements récents et à la pointe de la technologie, ils sont nombreux, et vous me le montrez toujours sur le terrain, avec fierté. Certains de vos matériels sont à bout de souffle. Certaines obsolescences sont criantes. Et elles peuvent parfois conduire à mettre en danger la vie de certains. Et de cela, vous souffrez, car votre matériel, vos équipements, ce n'est pas qu'une question d'endurance, d'efficacité opérationnelle, encore moins de confiance, c'est bien aussi une question de sécurité. C'est pour cela qu'au-delà de la modernisation générale des capacités, j'ai voulu de vrais choix. C'est ainsi que dans les années à venir, nous nous attacherons d'abord à garantir la soutenabilité et la cohérence du modèle d'armée. Il ne sert à rien d'avoir des équipements si on n'a pas le matériel pour les entretenir ou si on n'a pas le personnel entraîné pour le servir ou l'armement pour l'engager. Ensuite, la priorité sera donnée au renouvellement de nos capacités militaires les plus critiques dans les 3 milieux. Pour l'armée de terre, par un effort important sur le segment des véhicules blindés médians, celui qui est le plus engagé en opération. Pour la marine, en renouvelant et en augmentant le nombre des pétroliers ravitailleurs, tout en renforçant sa capacité de prévention, et je pense ici aux patrouilleurs qui manquent aujourd'hui cruellement, en particulier outre-mer. Enfin, pour l'armée de l'air, l'effort sera porté sur l'accélération et l'augmentation du programme d'avions ravitailleurs et sur les capacités de renseignement aéroportées. Un effort important, je vous l'ai dit, sera également réalisé dans le domaine du renseignement, avec là aussi des engagements clairs et des priorités. Une posture permanente du renseignement sera créée, s'appuyant sur la mise en service d'un segment spatial renouvelé et de nouvelles capacités de recueil de renseignements. Systèmes de drones mâles supplémentaires, avions légers de surveillance et de renseignement, avions de renseignement et de guerre électronique, bâtiments spécialisés de recueil de renseignements. Les espaces de liberté, comme le cyber, l'espace ou les zones maritimes, sont aussi devenus aujourd'hui des espaces de confrontation. C'est pour cette raison que les capacités de cyberdéfense du ministère seront renforcées dans tous les domaines du renseignement, de la protection et de l'attribution des attaques, ainsi que dans notre capacité de réaction. Les menaces dans l'espace cyber concernent tous les services de l'État. C'est l'objet de la revue cyber que j'ai confiée au Premier ministre, sous l'autorité du secrétaire général, et dont les conclusions me seront remises à la fin du mois. Pour ce qui concerne le domaine spatial, où les acteurs sont mieux connus et le seuil d'entrée technologique plus élevé,
le renouvellement et l'augmentation des capacités de détection seront menés en coopération avec nos alliés européens. Enfin, pour ce qui concerne les espaces maritimes, un effort sera conduit, je vous l'ai dit, via l'accélération du programme des patrouilleurs sur la surveillance de nos zones économiques exclusives, dont la majeure partie se trouve outre-mer. Cet engagement en matière de renseignement fait partie des priorités stratégiques et se déclinera donc dans nos priorités budgétaires et opérationnelles. Au-delà de la modernisation des capacités, il faut aussi identifier les dysfonctionnements et avoir le courage de les affronter, de s'attaquer aux organisations, aux habitudes qui minent parfois notre efficacité. À périmètre constant, nous devons faire mieux. C'est ce qu'a entamé la ministre dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques, et je la félicite. Vous conviendrez que l'amélioration de la disponibilité des avions et des hélicoptères est un enjeu fort pour toutes les armées. Alors voilà, ce chantier est lancé et j'en attends beaucoup. Le troisième principe sur lequel sera basée la LPM, c'est la coopération. Notre volonté de faire plus pour la défense et la sécurité trouve ses limites dans nos budgets qui, eux, ne sont pas extensibles, quels que soient les engagements forts que je viens d'évoquer. C'est pourquoi il nous faut nous unir et coopérer, en particulier avec nos partenaires européens. Je sais que parmi vous, certains continuent de voir dans la coopération européenne un danger sur la taille des armées françaises, tant cette coopération a été présentée comme une espèce de cache-sexe de la réduction des formats passés. Je sais bien toutes les réticences qui existent sur ce sujet, mais je veux ici vous passer un message fort et clair. L'autonomie stratégique, opérationnelle, elle est maintenue, c'est ma priorité. Les engagements budgétaires sont pris et seront tenus. Mais la coopération, c'est ce qui va nous permettre de nous démultiplier. C'est non plus ce qui va, contrairement à ce qui a été présenté pendant des années, être la compensation d'une réduction budgétaire ou de format française. Non, c'est ce qui va nous permettre, parce que nous sommes en train de devenir très clairement et nettement l'armée de référence européenne, le meilleur moyen de démultiplier celle-ci dans toutes ses capacités. Et donc je veux ici, sur ce sujet, qu'il n'y ait aucun malentendu pour qu'il puisse n'y avoir aucune réticence. Pour paraphraser une personnalité illustre, n'ayez pas peur. Il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire mieux ensemble. Je crois, vous le savez, en une Europe plus efficace, qui protège ses intérêts et ses valeurs, et qui se donne les moyens de sa défense et de sa sécurité. Dans cette ambition européenne renouvelée, l'Allemagne est pour nous un partenaire primordial. Et malgré le contexte du Brexit, le Royaume-Uni est et restera un partenaire essentiel. Nous l'avons réaffirmé hier lors du sommet franco-britannique et nous continuerons à le décliner de manière concrète. J'ai présenté, fin septembre, les objectifs qui me semblent prioritaires pour l'Europe de la défense. Il ne s'agit pas de dupliquer ou de concurrencer l'OTAN, mais de réunir les conditions de l'autonomie stratégique de l'Europe. Cette autonomie stratégique, c'est une nécessité géopolitique. Quand vous regardez les puissances de plus en plus inquiétantes qui émergent à notre voisinage, quand vous voyez certaines déclarations et la tension qui existe sur les budgets de l'OTAN, il est clair que tout en restant positionnés comme nous le sommes au sein de l'Alliance, il nous faut, au niveau européen, travailler à cette autonomie stratégique et opérationnelle et nous en donner les moyens. Dans cet esprit, j'ai proposé une initiative européenne d'intervention. Cette approche concrète, dont vous êtes la source et le moteur,
doit permettre aux pays européens volontaires et disposant des capacités militaires nécessaires, et cela va au-delà de l'Union européenne seule, d'établir une relation privilégiée entre les armées. Je souhaite que votre expérience, votre expertise opérationnelle, votre modèle d'anticipation, de renseignement, de planification soient partagés et fédèrent un groupe qui interviendra demain ensemble. Pourquoi en effet attendre qu'une crise survienne pour essayer de trouver une solution commune? Je pense par exemple, et ce sont les plus évidentes, aux planifications d'évacuation des ressortissants européens, mais aussi aux interventions humanitaires comme celles que nous avons conduites dans les Antilles après l'ouragan Irma. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle démontre la capacité que nous devons développer bien davantage. En parallèle, au sein de l'Union européenne, les outils pour renforcer notre défense se mettent en place. Le 11 décembre dernier, 25 pays de l'Union ont décidé d'une coopération militaire inédite, en vue de développer ensemble nos équipements et nos armements et de faciliter nos opérations extérieures. Nous avons lancé une coopération structurée permanente qu'il s'agit maintenant de mettre en pratique avec imagination et détermination. J'attends de vous que vous soyez au rendez-vous en étant présents dans ces projets, en élaborant davantage de projets que la France portera. C'est une opportunité, cette coopération. Nous devons l'utiliser justement comme ce démultiplicateur et n'avoir aucune réticence. Nous devons au maximum coordonner ces projets et nous devons être présents dans tous les projets stratégiques pour nos armées et pour la défense de l'Europe. Nous devons là-dessus être le pays de référence de cette coopération. Il en va de notre responsabilité comme de notre intérêt. Nous devons conforter l'indépendance technologique de l'Europe et sa capacité à anticiper les prochaines ruptures stratégiques. Nous devons encourager les approches communes pour équiper nos armées. Vous vivez les conséquences des manques dans ce domaine et la complexité induite par les standards multiples. Je pense par exemple aux hélicoptères, mais c'est vrai aussi des avions. Nous avons face à nous des puissances militaires qui n'ont souvent qu'un standard quand nous en avons encore bien davantage au sein de l'Union européenne, en faisant converger ces derniers, en induisant aussi les regroupements, la réorganisation de nos industries de défense pour l'accompagner, nous serons plus forts, nous nous équiperons plus vite, nous serons plus résistants. Et là aussi, il faudra changer des habitudes, mais cela fait partie de l'exigence que nous nous devons. Parce que ce sera autant de ressources budgétaires intelligemment gagnées. La coopération, vous le voyez, c'est notre intérêt. Mais je tiens à le préciser, elle ne saurait se restreindre aux États européens ou aux États-Unis qui demeurent un allié fondamental. Nos responsabilités, nos intérêts de sécurité sont mondiaux. La France continuera à développer et à approfondir des partenariats stratégiques sur tous les continents. Je pense bien sûr à l'Australie, à l'Inde, au Brésil, mais aussi à nos alliés du Golfe arabo-persique, comme à nos partenaires méditerranéens ou asiatiques. Vous l'avez compris, je veux que l'effort consenti par la nation durant les 7 prochaines années se traduise concrètement sur le plan du fonctionnement courant, sur le plan de l'entretien, sur le plan des moyens. Je ne fais pas de promesses ici intenables. Il n'est pas question d'un modèle d'armée chimérique, insoutenable, qui ne s'appuierait que sur le format faisant fi de ce que nous pouvons et devons faire avec nos alliés. Non, je veux, par des mesures pragmatiques et de bon sens, régénérer nos armées et redonner une pleine cohérence à notre modèle, un modèle tourné vers l'action et la coopération, avec des effets visibles à court terme et crédibles à long terme. Ce défi est de taille. Il n'est pas gagné a priori. Et nous devrons tous et toutes pleinement y participer. Chacun devra prendre sa part et prendre à bras le corps les problèmes tels qu'ils ne manqueront pas de venir. Je veux un regard neuf et dégagé de tout a priori lié au passé. Je veux des idées et de l'innovation
et je veux de l'opiniâtreté. Et c'est le 4e principe que j'ai fixé à cette LPM. Innover pour faire face aux défis futurs. Notre DGA, avec ses ingénieurs de talent que je salue, nous est enviée par nos partenaires. Mais elle doit aussi faire évoluer ses méthodes. Monsieur le délégué général pour l'armement, je vous remercie, car vous avez accepté de relever ce défi sous l'autorité de la ministre. La DGA doit être un facilitateur, apportant au-delà de son ingéniosité de la souplesse afin que de vrais choix capacitaires puissent être faits. Elle doit permettre l'émergence des ruptures technologiques qui donneront demain l'avantage à nos forces. Elle doit également tirer avantage de la révolution numérique. Je crois aux capacités de la France, en particulier aux start-up et aux entreprises de taille intermédiaire qui doivent agir en synergie avec les champions de notre industrie de défense. Les relations doivent aussi évoluer entre le ministère des Armées et nos industriels de défense, à qui je veux ici m'adresser. Vous êtes des partenaires spéciaux, précieux, uniques et dotés de compétences rares. C'est grâce au matériel que vous fabriquez que nos armées gagnent leur crédibilité sur les théâtres d'opération. Mais c'est aussi grâce au retour d'expérience de nos armées que vous êtes à la pointe dans beaucoup de domaines. C'est aussi grâce à nos armées et à l'État que vous exportez dans nombre de pays. Je sais que la relation est bonne entre vous, mais je suis également persuadé qu'en demeurant aussi bonne, elle pourrait être plus efficace et davantage mise au service de nos finances publiques. Je suis persuadé que si on valorisait proprement l'expérience de nos armées, à l'intérieur comme à l'extérieur, et si nous savions la valoriser à tous égards, nous devrions pouvoir avoir des matériels moins chers, encore plus adaptés, plus rapidement, avec sans doute un entretien encore plus efficace. Je pense à cet égard que nous devons aller vers un meilleur rapport coût-efficacité. J'attends beaucoup de la réforme du MCO aéronautique. Je veux que se développe une nouvelle relation, comme vous l'avez donc compris, entre nos armées et nos industriels, faite de complémentarité, de confiance, mais aussi d'exigence. Je ne suis dupe de rien en la matière. Je sais que demain, même malgré ces engagements, des voix s'élèveront pour dire qu'il faudrait maintenant, tout de suite, faire un deuxième porte-avions, par exemple, ou des choses de ce genre. On pourrait tout faire. Qu'on considère ce que nous sommes en train de faire, nous ferons ce qu'il faut pour être au rendez-vous de notre autonomie stratégique, y compris sur ce sujet. Je crois qu'il ne s'agit pas d'une attaque, mais d'une ampoule. J'espère que celui qui a reçu les débris, ça va? Vous êtes... Monsieur le directeur, il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais une fois encore, vous êtes debout. Donc n'ayez aucune inquiétude. Ceci n'a rien à voir, je pense, avec une manœuvre menée par l'amiral, mais je disais que nous serons au rendez-vous de toutes les attentes, de toutes les exigences. Mais il ne faut pas, sur ce sujet, mener de bataille d'arrière-garde, de couloir ou de coursive, en voulant toujours pousser davantage et encore davantage pour que l'État dépense pour combler les besoins de l'un ou de l'autre. L'État est aux côtés de ses industriels, il l'est pour les besoins de nos armées comme à l'export, mais j'attends la même exigence, la même transparence et le même esprit de responsabilité de nos industriels de défense. La DGA doit contractualiser avec l'industrie selon des cycles de vie complets. Nous ne pouvons pas avoir des équipements qui aujourd'hui ont les taux d'indisponibilité qui sont parfois les nôtres. Ça n'est pas responsable, ça n'est pas réaliste. Et donc, à ce titre, l'exigence que j'attends de nos armées, j'aurai le même à l'égard de nos industriels. Nous investissons, non pas pour faire moins bien ou être moins efficaces, nous investissons pour avoir les meilleures prestations possibles. En matière d'équipement,
La coopération européenne doit également être un axe structurant pour nos programmes. Et parmi les programmes à venir, il y a l'aviation de combat du futur, qui doit, dès maintenant, faire l'objet d'une réflexion commune, sans tabou, afin de dégager de vraies options, et de vraies options utiles pour notre armée de l'air, mais de vraies options également, dans le cadre desquelles nos industriels trouveront pleinement la place qu'ils méritent, compte tenu de leur excellence. C'est encore une mission que j'ai confiée à la ministre, et je sais que les travaux ont déjà commencé. Je veux maintenant, avant de conclure, vous parler de la vraie richesse de nos armées. Vous-même, les femmes et les hommes de cette communauté de défense qui servaient avec dévouement. J'attache la plus grande importance à la condition militaire, c'est-à-dire à vos conditions de vie et à votre juste positionnement dans la société. D'abord, parce que la condition militaire fait partie intégrante de l'efficacité opérationnelle. Être militaire n'est pas un métier comme les autres. Vous le savez mieux que quiconque. On n'est pas soldat, marin, aviateur, uniquement pendant les heures ouvrables. C'est un engagement de chaque jour, qui implique tout l'entourage, et notamment vos familles. Et vous êtes d'autant plus efficaces et opérationnels que les contraintes et les contingences liées à vos absences, à la mobilité, au logement, à l'imprévisibilité sont intégrées et qu'une réelle attention est portée à vos familles par l'institution. Ensuite, parce que l'attractivité de la fonction militaire répond aux défis permanents du recrutement et de la fidélisation dont nous avons absolument besoin. Et j'y tiens profondément. Et là aussi, nous devrons, dans les années qui viennent, profondément changer les choses, revoir sans doute l'organisation des carrières, la fluidité de certains passages qui permet, là aussi, de renforcer l'attractivité. Le premier axe d'amélioration de la condition militaire que j'ai fixé à la ministre, c'est l'accompagnement des familles. Et sur ce sujet, depuis plusieurs mois, la ministre a profondément travaillé. Le deuxième, c'est l'amélioration des conditions de vie des militaires tout au long de leur vie professionnelle. Voilà le cœur du plan que la ministre a dévoilé et qui est désormais mis en œuvre. Je m'assurerai personnellement, à échéance régulière, de sa bonne application, mais également de son adaptation à chacune de vos garnisons, à chacune de vos situations. Je veux du sur-mesure qui réponde à vos besoins et ne soit pas progressivement détourné par les contraintes administratives. Pour manifester cet attachement à vos familles, du plan que la ministre a dévoilé, que les familles soient invitées aujourd'hui à ses vœux aux armées. À l'instant, j'ai rencontré des conjoints, des enfants et même des parents de jeunes marins du Dixmude. Et je veux leur redire ici, en présence de tous, considérez-vous comme faisant pleinement partie du ministère des Armées. Je crois que d'ailleurs vous l'avez d'ores et déjà pleinement intégré. Considérez-vous comme faisant partie de cette communauté, comme faisant partie de celles et ceux à qui la nation doit chaque jour reconnaissance. Je sais les sacrifices qui sont les vôtres, les longs mois d'attente, l'inquiétude qui accompagne les missions, la fatigue qui peut parfois accompagner ces longues absences, les attentes et les reculs, les angoisses. Tout cela, nous en sommes reconnaissants. Parce qu'il n'y a pas de militaire engagé s'il n'y a pas à ses côtés une famille engagée. Et donc que ce plan présenté par la ministre et les actions conduites auxquelles nous tenons beaucoup, ça n'est pas en quelque sorte un accessoire. C'est au cœur de la mission. Et donc merci pour cela. Je ne voudrais pas finir également sans saluer les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et les membres des conseils de la fonction militaire des armées qui sont vos relais dans le processus de concertation du ministère. C'est bien grâce au dialogue constructif que nous trouvons de nouvelles pistes d'amélioration de la condition militaire et à cet égard, je compte pleinement sur vous.
Je veux ici aussi remercier l'ensemble des parlementaires que je sais dans les commissions compétentes, au premier titre, celle de la Défense, pleinement engagée, à vos côtés, toujours en soutien des armées, toujours présents également sur le terrain et vigilants à la bonne application des engagements pris. Sur un bâtiment de guerre, la mise en œuvre des chaînes fonctionnelles implique tout l'équipage, du détecteur au secrétaire, du mécanicien au cuisinier. L'interdépendance est totale. C'est ce qui fait que nos équipages sont soudés sous l'autorité de leur commandant. C'est cet esprit d'équipage que je veux pour notre défense. Car cette année 2018 qui débute est une année charnière, pleine de promesses et de défis. Et nous aurons besoin, les uns des autres. Mener avec succès nos opérations aujourd'hui et se préparer à gagner les combats de demain nécessite ardeur, détermination, courage et réactivité. Les Françaises et les Français ont conscience de ce qu'ils vous doivent, des sacrifices que cela exige de vous. Et je veux ici, en ce début d'année, vous exprimer en leur nom ce qu'ils ressentent à votre égard. Reconnaissance et fierté. Au seuil de cette nouvelle année, je tiens à vous souhaiter, à chacune et chacun d'entre vous, à vos familles, une heureuse année 2018. Une année pleine de joie et de satisfaction, une année riche également de succès et de réussite qui seront les nôtres. Une année qu'il faudra que vous continuerez partout, en France comme à l'extérieur, à porter nos couleurs, notre fierté, notre exigence, au service de la France. Vive la République, vive la France. On nous entend pas. Voilà, on est en direct avec Alain Barluet. Vous venez de suivre en direct sur Figaro Live les vœux d'Emmanuel Macron aux armées, des vœux qui ont duré un petit peu plus longtemps que prévu, qui ont commencé en retard et qui ont continué, qui ont duré 10 minutes de plus que les 52 prévus. Mais c'est anecdotique, il y a eu énormément d'annonces, énormément un ton nouveau avec les armées et c'est ce qu'on va débriefer avec Alain, qui est non seulement correspondant en défense, mais qui a été également chroniqueur diplomatique au Figaro, et de diplomatie, de stratégie, de géopolitique, il en a été question dans ses vœux. Et puis Alain est également président de l'association des journalistes de défense. Bonjour, merci Alain d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce discours ? Ce qui m'a marqué, c'est le ton. D'abord, qui tranche singulièrement avec cette étude péremptoire que le chef de l'État, chef des armées, avait eue en juillet dernier. Vous vous souvenez de cette crise qui avait conduit à la démission du général de Villiers. Donc un ton d'hommage, un ton qui prône la confiance retrouvée, mais aussi, et c'est la contrepartie, c'est ce qu'il faut entendre aussi avec ce discours, une exigence. Le président dit à ses troupes, je vous ai entendu, je vous rends hommage, je vais vous donner les moyens de remplir vos missions au mieux, mais vous allez devoir me rendre des comptes. Je dirais, pour reprendre une expression qu'il a employée à propos du budget, vous allez me rendre des comptes à l'euro près. Voilà. Donc c'est un balancement, mais ce long discours de vœux s'apparente vraiment à un discours de retrouvailles, de rabibochage, on dit certains. C'est vraiment le ton.
Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur le chat du Figaro. Bonjour Jean, bonjour à Épicurien qui est un internaute fidèle du Figaro.fr, à Jean Rousselet donc, et à beaucoup d'autres qui avaient commenté ces vœux, notamment Patrick. Donc il y a beaucoup de réactions sur les promesses qu'ont fait Emmanuel Macron. Elles sont inédites. On va reprendre l'essentiel. D'abord peut-être d'un mot, parce que Emmanuel Macron avait dit qu'il en parlerait à la fin de ses vœux, et il m'a pas semblé qu'il en ait parlé. C'est le service national universel dont le programme serait mené à terme. Effectivement, il n'a pas détaillé ce projet, ce grand projet qu'il avait annoncé alors qu'il était candidat. Dans le cours de son discours, il évoque le fait simplement qu'il mènera, comme vous le dites, ce grand projet à terme, mais sans aucune précision. Et ça ne lève pas certaines inquiétudes certaines interrogations qui ont été suscitées notamment il y a quelques jours par des informations liées à un rapport parlementaire, mais semble-t-il une initiative individuelle, qui aboutissait non pas à un service national avec une dimension militaire, un service d'1 mois, comme l'avait dit le président candidat, mais à une formule tout à fait différente, un service national universel de très très light et dont la vocation militaire serait vraiment réduite à la portion congrue. Alors, quand même, une chose qui a été quand même frappante, l'une des premières déclarations qu'on a pu lire sur le player du Figaro.fr, c'est la déclaration qui a été faite au chef d'état-major des armées. Emmanuel Macron a bien appuyé ses mots à ce moment-là. Il a voulu saluer et assurer le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, de toute sa confiance. Oui, le général Lecointre, le nouveau chef d'état-major des armées depuis juillet dernier, est celui qui va porter avec ses subordonnés des grandes armées, des armées qui sont sous ses ordres, avec la ministre Florence Parly, qui va porter tous ces grands chantiers évoqués à l'instant par le président de la République. Sur ce thème, à la fois de moderniser, de régénérer, et puis de moderniser. En conservant un modèle d'armée complet, mais en même temps en se gardant des marges de manœuvre, car en comblant les obsolescences et les trous capacitaires, comme on dit, c'est-à-dire les moyens qui manquent, et ça, le président les a cités, les hélicoptères, les ravitailleurs. Mesdames et messieurs, autant de capacités essentielles en ce moment qui font de l'année, il est nos d'usage armées, de prononcer ces vœux. ne peuvent pas assurer leur mission. Alors, Ceux-ci prennent un ton particulier lorsqu'il s'agit des armées. Car la relation entre le président de la République et les armées est singulière. On va le voir. Car les décisions que je prends en tant que chef des armées ont un effet immédiat sur le cours de votre activité, sur l'intensité de votre engagement et parfois même sur votre vie ou celle de vos familles. Ce cérémonial des vœux, il n'est pas un instant sans que je mesure le poids de cette responsabilité. Autant d'arguments pour restaurer justement. Pas un instant on entend les présidents, on entend où je ne pense pas dire énormément à chacune de bien aux armées, de ces conséquences que je viens d'évoquer. Mais là, on sent que c'est pour cette raison que le jour même de mon investiture, j'ai ravivé la flamme sacrée sous l'Arc de Triomphe en l'honneur de tous les morts pour la France. Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, a commencé que dès les premières heures de mon mandat, j'ai rendu visite aux blessés à l'hôpital dès son investiture, lorsqu'il était allé. C'est pour le manifester encore que je me suis rendu quelques jours après dans un commande-car, pour mon premier déplacement à l'hôpital d'instruction des armées, au cœur d'un théâtre d'opération, puis s'était rendu sur le terrain au Sahel. Tous ces gestes qui, mon mandat dans les premiers jours, dans les premières semaines de son mandat, ont vraiment été très très appréciés par les militaires. Et puis il y a eu cette crise
de l'été dernier, on s'en souvient. Et donc maintenant, il fallait se retrouver, donner des gaz, donner des preuves. Les militaires et le monde de la défense les attendent. Je pense qu'ils les ont eus, bien sûr. Il y a des débats, il y a toujours il y aura des critiques, des réserves sur la réalité de cette augmentation inédite des moyens dont a parlé le président. Mais globalement, les efforts sont là. Mais encore une fois, ces efforts, les militaires pourront en bénéficier, mais ils seront contraints de joindre à la fois l'efficacité, d'être efficaces sur le terrain comme ils le sont, mais en même temps l'efficience, c'est-à-dire l'efficience comptable. Voilà. Alors vous continuez à commenter et à poser vos questions à Alain Barluet. Patrick nous dit c'est un discours de président de grande entreprise, objectifs, moyens mis en œuvre, puis reporting. Eh bien écoutez, je pense que vous n'avez pas tout à fait tort, même si s'agissant des armées, s'agissant du président de la République, du chef de l'État, chef des armées, vous avez entendu quand même une certaine forme de solennité qui tient à cette fonction éminemment régalienne. Mais c'est vrai, je viens de le souligner, le président, face à une entreprise armée française qui est très performante, où il y a beaucoup de compétences, mais en même temps où tous les moyens ne sont pas toujours là, ou alors il y a des déperditions de moyens, il y a des discontinuités, il y a une fluidité qui n'est toujours pas optimale, eh bien le président met la pression et demande des résultats. Alors, un autre thème qui a été abordé par Emmanuel Macron, qui a cité Jean-Paul II sans le nommer, c'est celui d'Europe de la Défense, en disant aux militaires « n'ayez pas peur de rentrer dans la coopération européenne ». Épicurien nous dit « une défense européenne, c'est un abandon de notre souveraineté de nation française », ou alors de quoi parle-t-on ? De quoi parlait exactement Emmanuel Macron, justement ? Écoutez, vous savez, quand on s'adresse aux militaires, on voit chez eux souvent des attitudes un peu dubitatives, des haussements de sourcils ou d'épaules. Mais finalement, c'est à l'image des réactions que l'on observe parmi nos concitoyens plus largement. Il y a un véritable accent, élan européen qu'Emmanuel Macron, de façon systématique et permanente, souhaite impulser dans le domaine de la défense. On l'a vu encore hier avec les Britanniques. Il a bien spécifié d'ailleurs que ces initiatives, il a parlé de l'initiative conjointe européenne, notamment pour planifier certaines opérations, je dirais, humanitaires, certaines évacuations de ressortissants. Il a dit que tout ça ne peut pas être limité aux membres stricto sensu de l'Union européenne. Et bien sûr, il pensait à la Grande-Bretagne. Il y a un véritable élan européen dont il connaît les réticences qu'elle peut susciter, mais il s'est adressé aujourd'hui au monde militaire en leur disant, vous l'avez rappelé, n'ayez pas peur. Il faut y aller parce qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas, et là il répondait à des craintes tout à fait précises, telles qu'on a pu les observer ces dernières années, c'est-à-dire on va faire l'Europe, mais en même temps, ça veut dire que dans le même mouvement, on va vous retirer certains moyens, certaines capacités. Il a dit non, c'est pas ça. Hein. L'Europe doit être un démultiplicateur. N'ayez pas peur d'aller dans ce sens, et ça ne va pas signifier moins de moyens pour vous, parce que, et ça c'est aussi un fil rouge, qui est celui de la revue stratégique, qu'il a rappelé, notre autonomie stratégique, la capacité de la France et de ses armées à décider en toute indépendance. Alors justement, sur l'autonomie stratégique, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, notamment sur la dissuasion nucléaire. Il y a également beaucoup de questions sur le chat, sur le porte-avions, le deuxième porte-avions, on y reviendra. Juste une précision sur la dissuasion nucléaire. Qu'est-ce qu'a annoncé Emmanuel Macron et pourquoi s'est-il justement intéressé et appesanti sur cette question, Alain ? Parce que cette question, c'est une question clé, c'est une question majeure, parce que la dissuasion nucléaire, c'est la clé de voûte de notre défense.
Et le président a rappelé que son mandat va coïncider avec une phase extrêmement importante dans le cycle d'adaptation des moyens de la dissuasion, c'est-à-dire le renouvellement de ces deux moyens, qui sont, comme on le sait, une composante aéroportée, la bombe nucléaire sur des avions, et une partie océanique à partir des sous-marins. Ces deux capacités, dans les 15 années à venir, doivent être profondément renouvelées, modernisées, adaptées. Un défi immense quand on voit l'évolution absolument étourdissante des capacités militaires, que ce soit dans le domaine maritime ou dans le domaine aéronautique. Et donc, ce sont des moyens très lourds. Le renouvellement de la dissuasion va peser jusqu'à 3 à 3,5 milliards dans notre supplémentaire, dans notre budget. Ces moyens liés au renouvellement de la dissuasion vont être doublés à partir des années 2020-2022 et donc vont peser très lourd dans le budget. Le président de la République a rappelé l'intangibilité de ce socle. Et donc la permanence de la dissuasion nucléaire, n'en déplaise au général Desportes et aux autres ou à Paul Quilles qui critiquent justement cet engagement nucléaire pour des raisons différentes d'ailleurs. Tout à fait. Rendons-leur cette justice. Jean Rousselet, Patrick nous dit, parlant justement de la coopération européenne, une armée européenne sur le modèle de l'Europe spatiale. Est-ce qu'on veut faire, est-ce que Emmanuel Macron veut s'inspirer de l'Europe Ariane Espace, si on veut dire, pour bâtir son armée européenne, d'après ce que vous avez compris? Ce qui est certain, c'est on a l'impression, je vous coupe, on a l'impression qu'il y a une défaillance de l'OTAN, c'est en tout cas de l'Alliance Atlantique, de l'Alliance militaire avec les États-Unis, et que depuis longtemps, les États-Unis veulent que l'Europe monte en puissance, prenne plus sa part financière, et que justement certains comme Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy en son temps, voit ça comme une opportunité pour faire monter une armée européenne. Bien sûr. Le président Macron, dans le cours de son discours, a dit que la France devait être en quelque sorte un modèle dans cette coopération en matière de défense, un référent, un point central. Et disant cela, si on élargit le champ, eh bien, on voit bien que avec un Trump de plus en plus imprévisible, avec l'OTAN, dont le président a dit que la France et les Européens, ceux qui en sont membres, seraient des partenaires fidèles, il y a quand même ce sentiment que l'Europe est appelée à devra assurer elle-même ses capacités de protection, de sécurité, de défense. Et la France, qui, après le Brexit, sera la première puissance militaire européenne. L'armée de référence européenne, comme a dit le président l'a dit. Oui. D'ailleurs, est-ce que la France n'est pas déjà l'armée de référence européenne? Est-ce qu'il n'y a pas une supériorité militaire française par rapport à l'armée britannique? Question aux spécialistes de la défense que vous êtes. Ancien auditeur d'IHED. Tout à fait. Écoutez, ça peut être discuté. Il y a des... les propos récents du patron de l'armée de l'air, le général Lanata, qui rendait hommage à ses homologues britanniques dans des termes tout à fait élogieux. On sait que la Grande-Bretagne a fait des choix capacitaires qui ont créé des trous, comme on dit dans cette chaîne de capacité, des trous plus importants que les nôtres. C'est une armée qui était très éprouvée par ses engagements en Irak, en Afghanistan, et qui met beaucoup de temps à se relever. La France, le président n'a pas caché les difficultés, les tensions, la fatigue, le suremploi, mais c'est une armée française extrêmement aguerrie, performante, reconnue pour son niveau d'excellence, y compris par ses grands alliés américains.
Et donc, pour reprendre les mots du général Lecointre, c'est une belle armée. Vous êtes encore nombreux sur le chat du Figaro et il y a une question un peu technique également sur la dissuasion nucléaire. Le M51 et la classe terrible sont récents, nous font remarquer XY. Alors peut-être le M51, donc c'est un missile. C'est donc le missile qui est nucléaire, qui trouve sa place dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La France en a 4 pour assurer une permanence à la mer. Ces missiles qui font environ une quinzaine de mètres de haut, qui sont des missiles intercontinentaux, doivent être adaptés. Et il y a donc, comme on dit dans les armées, une évolution incrémentale, c'est-à-dire qu'il y a le missile M51.2, .3, .4, et ces missiles sont adaptés au fur et à mesure. C'est le cas actuellement. Patrick nous dit reposons-nous plus sur une défense européenne plutôt que sur une OTAN affaiblie. Ça, c'est effectivement toute la problématique qu'on a abordée tout à l'heure. Et puis, il y avait une autre question qui était posée sur le deuxième porte-avions. Il me semble que c'est Jean qui nous l'a posé. Au fur et à mesure, c'est le cas actuellement. Il nous disait sans doute que nous n'aurons pas un deuxième porte-avions, en tous les cas pas à l'issue de ses vœux, Alain. Pas à l'issue de ses vœux. Effectivement, le président de la République a abordé cette question, je dirais, emblématique, parce que le porte-avions, le Charles de Gaulle, son futur remplaçant et son éventuel sister ship, comme disent les Britanniques, c'est-à-dire doublon, partenaire, a été évoqué sous une forme d'incidente, presque même une boutade du président de la République, lorsque celui justement appelait les industriels et aussi les chefs d'armée à l'efficience, au discernement, aux justes mesures, et appelant les uns et les autres à ne pas pousser en quelque sorte la surenchère capacitaire des uns et des autres. Une allusion presque qui laisse clairement entendre qu'à ce stade, la perspective d'un deuxième porte-avions, vous savez que le Charles de Gaulle va arriver en fin de vie vers 2038, il est actuellement pour une refonte à mi-vie, que la perspective d'un deuxième porte-avions n'est à ce jour, et en entendant ce que vient de dire le président de la République, n'est guère à envisager pour l'instant. Alors Jean nous disait justement, c'est indispensable d'avoir un deuxième porte-avions pour être autonome, sinon nos armées seront à la merci de la bienveillance de puissances étrangères. On revient à cette question de l'autonomie stratégique. C'est vrai ou c'est faux écoutez, la France est une puissance qu'il faut maintenant qualifier de moyenne. Elle a des armées extrêmement compétentes, elle a l'excellence, mais elle a, l'ambition de ses moyens. L'inverse eût été une formule idéale, mais ce n'est pas très réaliste. Les États-Unis ont 11 porte-avions, la France en a un qui fait magnifiquement son travail. Évidemment, certains au sein des armées, et notamment au sein de la Marine nationale, souhaiteraient avoir 2 de ces navires amiraux. Beaucoup de voix, d'experts, de spécialistes et de politiques, on vient de l'entendre, mettent en doute le caractère réaliste de ces 2 porte-avions. Donc, pour être clair, ce qui se profile, c'est la mise en chantier d'un deuxième porte-avions qui va, à partir du début des années 2030, assurer, comme disent les spécialistes, une forme de tuilage, une coexistence, de transition avec le Charles de Gaulle. On aura 2 porte-avions. Oui, jusqu'à ce que le Charles de Gaulle, à l'horizon 2040, prenne une retraite largement méritée. Largement méritée.
La défense européenne avec des dirigeants compliqués comme ceux de la Pologne ou autres extrémistes, cela va être ingérable. C'est ce que nous dit Jean. C'est tout l'enjeu de la construction européenne, d'ailleurs, qui est abordé derrière ça. Juste, Alain, avant qu'on se quitte, 2 dernières questions. La première, elle s'adresse également à l'ancien chroniqueur diplomatique que vous êtes. Emmanuel Macron parle de la remilitarisation des relations internationales et également de la montée en puissance, en tous les cas du retour aux États-puissances. Est-ce que c'est pas non plus un hommage caché au prédécesseur du général Lecointre, le général de Villiers, qui a sans cesse répété cette menace? Et c'est vrai que quand le général de Villiers disait ça, on se disait... la vraie menace, c'est la menace terroriste. Le reste, le général de Villiers dit ça pour faire augmenter les moyens militaires. Écoutez, là, sur ce point, je pense qu'il faut ne pas personnaliser à outrance, dans la mesure où ces formules sont celles qui sont, je dirais, permanentes et qui sont inscrites dans le livre blanc. C'est-à-dire un double mouvement, une double menace, celle des États faillis, du terrorisme, et puis aussi les menaces étatiques, les menaces de la force. Et ça, ce sont deux tensions permanentes sur lesquelles des accents et la lumière est mise de façon alternative. Bien sûr, nous avons traversé des années, autour de 2015, avec un formidable coup de projecteur, dramatique coup de projecteur sur le djihadisme, les attentats. Voilà, il y a la montée en puissance beaucoup plus discrète, je dirais sournoise, d'affrontements larvés, de confrontations qui se jouent sur terre, qui se jouent sur les mers, qui se jouent sous les mers et qui se jouent dans les airs. Lorsque des puissances lancent leurs bâtiments sur toutes les mers du globe, côtoient, tangentent les espaces territoriaux des différentes nations, lorsque les avions, les bombardiers côtoient, même franchissent les limites de notre espace aérien pour nous tester, pour voir nos réactions, pour s'affirmer, en quelque sorte, oui, tout à fait, pour nous tester, pour marquer leur présence. Et on voit que tout ça pourrait rapidement aller vers des postures beaucoup plus agressives. En tout cas, que tout ça dresse le paysage d'un monde dangereux à cause aussi de cette affirmation des États. Et ça, le président de la République l'a rappelé. Et c'est aussi un leitmotiv du SEMA. Ce sera ma dernière question. Alain, vous êtes... donc, pardon, hop, j'éteins mon téléphone pour pas qu'il fasse de bruit, pardonnez-moi. Donc Alain Barluet, vous êtes le correspondant défense du Figaro, président de l'association des journalistes de défense. Vous signez ce matin dans le Figaro et dans le Figaro.fr cet article « Macron veut restaurer la confiance aux armées ». Est-ce qu'après ces vœux, la mission d'Emmanuel Macron est une mission réussie? Mais écoutez, je vais de ce pas, en vous quittant, donner quelques coups de téléphone à certains contacts dans le domaine militaire et je vais recueillir leurs réactions. On verra bien. Mon sentiment, pour répondre à votre question, c'est que le président a fait, non pas le service minimal, mais le service maximum, avec un hommage appuyé, le rappel de son engagement, de son attention aux armées, lui qui, c'est un autre sujet, n'a pas, à la différence de certains de ses prédécesseurs, d'appétence particulière pour le monde militaire. Il leur a dit « Je vous rends hommage, je vais vous apporter les moyens dont vous avez besoin, mais il faudra les utiliser, ces moyens, avec beaucoup d'exigence et de discernement. » Merci Alain. Je rappelle donc qu'on peut lire votre article sur le Figaro.fr. On peut également retrouver le portrait que vous faites, ou en tous les cas les défis que vous décrivez pour l'actuel chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. C'est également à retrouver sur le Figaro.fr, à retrouver également sur le Figaro.fr un certain nombre d'articles, notamment justement sur les questions budgétaires. Un article que vous aviez signé, c'était au mois de juin. Le Sénat plaide pour les 2% du PIB dès 2022. Et
puis, si vous allez sur l'onglet Figaro Live, vous retombez sur ce numéro des décrypteurs qui était consacré au bilan exact et réel des opérations extérieures et des opérations intérieures. C'était juste avant le 14 juillet, mais il y a un certain nombre de thèmes qui restent d'actualité. Il y avait notamment le porte-parole du ministère pas du ministère de la Défense, mais de l'état-major des armées qui intervenait à ce moment-là. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux à nous suivre sur le chat. Vous continuez. Si vous voulez avoir bien le programme de ce qui vous attend sur Figaro Live, vous allez, comme moi, sur la page du Figaro et vous cliquez ici, aujourd'hui, sur Figaro Live et vous avez tout le programme de ce qui vous attend et notamment le prochain programme, c'est 14h34, Cap sur la bourse. Vous pouvez poser toutes vos questions à Hervé Rousseau et qui revient sur les temps forts, vous le voyez, de l'actualité boursière de New York à Paris. Son invité, Marc Alperin, qui est gérant et action européenne chez Edmond Rothschild. Et puis, bien sûr, on revient ce soir avec Guillaume Roquette dans Point de vue sur le discours d'Emmanuel Macron aux armées. Vous avez également rendez-vous avec François Godement et Isabelle Lasserre pour le talk stratégique. Ce sera juste après à 18h05. Et bien sûr, c'est à retrouver en replay sur lefigaro.fr et bien sûr ici sur la page Figaro Live. À très vite sur Le Figaro.